Donc le marché chinois, on va passer, là j'ai beaucoup moins d'images à vous montrer, parce que après je vais vous montrer des images de films chinois et on va y passer des heures. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je tourne régulièrement dans le monde entier, depuis pas mal d'années. Je suis allé vers le marché chinois en 2012, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le marché des VFX en France avait tendance à diminuer. On a pas mal de problèmes avec des pays comme le Canada, la Belgique, le Luxembourg, qui ont des crédits d'impôt importants. Et donc, en fait, les producteurs, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, un producteur, il vient tourner en France pour avoir les crédits d'impôt français, qui sont limités, mais il vient tourner en France parce que la France, c'est la Tour Eiffel, c'est Paris, c'est machin, c'est des très jolis décors. Et puis, il va récupérer du crédit d'impôt ailleurs, en Belgique, par exemple, pour faire tout ce qui est post-production, de la musique, du montage et des VFX. Donc moi, j'avais de moins en moins de boulot ici. J'ai rencontré à cette occasion, ici même, quelqu'un que vous connaissez, qui est Yves Cresson, qui lui aussi travaille un petit peu à cheval. Et puis on a commencé à, voilà, je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo d'aller voir là-bas. Et en effet, c'est rigolo. Alors j'avais déjà voyagé en Chine avant, plusieurs fois. C'est un pays pas forcément simple pour un voyageur. Pour quelqu'un qui y travaille, c'est un peu de la science-fiction parfois. Mais c'est très amusant. En fait, il y a des fois, des gens m'ont dit, ah, mais ce que tu dis des trucs de la Chine, c'est toujours négatif. Ouais, voilà. Bon, c'est normal parce que je référencie à ce que je connais moi. Et parfois, mon discours peut paraître un peu négatif. Il n'est pas négatif, sinon j'y serais plus. Je trouve la Chine super amusant. C'est une énergie assez juvénile, très rafraîchissante. C'est bordélique, mais on y arrive toujours. Plein de fois, je ne sais pas comment on y arrive, mais on y arrive. C'est-à-dire que quand on a démarré les trucages de Wolf Totem, en septembre 2013, j'ai fait donc un tour des sociétés à Pékin. Et je me suis dit, putain, c'est pas gagné. Hein. Et on ne les a pas fait, les 1000 plans. Et puis voilà, un an après, on avait fait les 1000 plans. J'avais pas particulièrement souffert, pas plus souffert que si je les avais fait en France, au Canada. Enfin, donc en fait, voilà, ça s'est juste fait d'une autre manière, qui n'est pas toujours facile à comprendre pour nous, en fait. Alors, pourquoi aller en Chine? Moi, voilà, ce que je disais au début, c'est vous êtes jeune, vous êtes sur des métiers du numérique qui peuvent se pratiquer un peu partout. La Chine, aujourd'hui, est un pays intéressant, donc il y a plein de raisons pour y aller. Alors, la plupart des entreprises, elles y vont pour le marché intérieur. Elles y vont parce que la Chine, c'est 1,5 milliard de clients potentiels. Voilà. C'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, les Chinois sont des gens qui épargnent beaucoup et la consommation, elle n'est pas si énorme que ça. Donc les boîtes qui sont là-bas souffrent un peu. Mais la vraie raison d'y aller, pour vous, c'est que c'est le pays dominant de demain. C'est-à-dire que là, voilà, ils n'ont pas tout à fait rattrapé les États-Unis, mais pas loin. C'est-à-dire qu'en février, alors, dans le domaine du cinéma, pour la première fois, le box-office du mois de février en Chine a été supérieur à celui des États-Unis. Voilà. Et c'était prévu plutôt dans 2-3 ans que ça arriverait, mais là, voilà, c'est arrivé en février. Ça, c'est normal, ils ont 1,5 milliard de personnes. Aux États-Unis, il y en a 300 millions, en Europe, il y en a 380 millions, je ne sais plus. Voilà, c'est-à-dire que quand on met, dans le domaine du cinéma, quand on met bout à bout le public potentiel en Chine, il est équivalent, voire supérieur au public potentiel dans le reste du monde. Quand on se dit que l'Amérique latine, l'Afrique est très peu équipée en salle de cinéma. Les Américains, ils vendent partout. Oui, alors je viendrai là-dessus un petit peu après. Oui, ça, c'est une des raisons pour y aller aussi, c'est qu'en effet, aujourd'hui, la Chine cherche, dans le cinéma en particulier, à exporter son univers. Et il n'arrive pas vraiment à l'exporter parce que c'est un univers un petit peu différent. Et que c'est des gens comme vous, c'est avec des gens comme vous que ce mélange-là va se faire et que peut-être demain les films chinois s'exporteront et on en aura plein les écrans. Donc c'est un pays en pleine expansion. Il faut quand même relativiser, c'est-à-dire que c'est en effet un pays en pleine expansion, ça on le sait. Ça fait 15 ans pendant 15 ans, ils se sont fait une croissance à 2 chiffres.
Aujourd'hui, ils ont, il y avait les chiffres il n'y a pas longtemps pour l'an dernier, où ils parlaient de 6,5 de croissance, ce qui peut nous faire nous rêver. Après, je regardais, en préparant ça, je regardais la consommation énergétique. Et le truc un peu étonnant, c'est qu'elle n'a pas progressé en 3 ans. Elle est stable depuis 3 ans, ce qui n'est pas très bon signe. Ils ont souffert de la crise mondiale, c'est-à-dire qu'en fait, ils fabriquaient des choses que le reste du monde achetait. Aujourd'hui, le reste du monde est plus pauvre et donc achète moins de choses. Voilà. Ils souffrent aussi d'un coût du travail qui est bien plus élevé. Les salaires augmentent rapidement. Aujourd'hui, ça délocalise de Chine pour aller dans des pays moins chers. Donc c'est Vietnam, Afrique de l'Est, voilà, c'est... Oui. Mais là, le temps que vous soyez à la retraite, ce sera revenu ici. Vos enfants auront plein de travail. Après, voilà, c'est vrai que ça reste un pays qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de croissance. C'est fragile parce qu'en fait, le fait qu'il soit passé, c'est un peu méchant de dire de presque rien, mais c'est vrai qu'il y a, dans les années 80, la Chine était un pays peu développé, et en 15 ans, 20 ans, ils sont arrivés à plus développés qu'ici, dans plein de domaines. Donc, le truc, c'est qu'il n'y a pas de vraie fondation à cette économie, c'est-à-dire c'est parti dans toutes les directions, et que ça demeure un peu fragile, quoi. Mais le truc qui est fou, c'est que même si je refuse 90% des projets qu'on me propose, il en reste encore 10 fois plus qu'on m'en propose à Paris. C'est-à-dire que ça brasse en permanence. Il y a voilà, alors, plein de projets ne se font pas, mais il y a tout le temps des choses. Il y a tout le temps des choses. Et ça, c'est vraiment intéressant d'être dans un pays. Bon, les journaux disent en permanence que la France, voilà, ça se traîne et tout ça. C'est un peu vrai sur un certain point de vue, et c'est vrai que c'est agréable d'être dans un pays, même mal organisé sur plein de choses, mais où voilà, les gens, ils y vont. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, les difficultés qu'on rencontre en Chine, c'est simple. La première, c'est la langue. C'est pas une langue facile. C'est pas une langue précise. Voilà, l'ajustement des idéogrammes exprimant des idées, ça peut se comprendre de manière différente. C'est une langue assez poétique, par ailleurs, mais pas d'une grande précision pour les affaires. Ça, c'est un truc... En Chine, il y a une vision du monde assez différente, une philosophie générale assez différente, ce qu'on appelle, alors, je ne vais pas rentrer en détail dans le confucianisme déjà, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais c'est un truc qui structure la société chinoise depuis longtemps, que moi je décris de la manière suivante, c'est-à-dire que, voilà, je suis un Chinois, j'ai un cercle autour de moi. Après, il y a un cercle plus grand où il y a ma famille, un cercle plus grand où il y a mes voisins, un cercle plus grand où il y a les gens de la ville, un cercle plus grand où il y a les gens des autres provinces, un cercle plus grand où il y a les autres asiatiques, un cercle plus grand où il y a les blancs. Voilà. Donc tous les gens ont cette espèce de chose très centrée sur eux-mêmes. Alors en même temps, c'est très schizophrène avec ce qui s'est passé durant la période maoïste, parce que où là, c'était tout pour le groupe. Donc ça crée des choses assez schizophréniques, parce qu'on arrive dans des gestions très verticales. C'est-à-dire qu'on a un type en haut qui commande, et puis l'organisation, elle n'est même pas comme ça, elle est comme ça. Donc et on arrive à des trucs comme, vous avez sans doute, si vous avez voyagé en Asie, entendu parler de la perte de face. Perdre la face, voilà, c'est... La perte de face, c'est une espèce de... C'est comme le concept win-win qu'on connaît tous, qui permet à chacun, enfin à deux personnes de sortir d'une négociation en ayant l'impression de ne pas avoir perdu, en tout cas. Mais, voilà, le concept win-win, c'est tu as obtenu des choses, moi j'ai obtenu des choses. La notion de perte de face, c'est plutôt je ne dois pas te faire perdre la face. On est dans du négatif plutôt que du positif. Je me rends compte, je ne suis pas super clair là-dessus, mais c'est un truc qui structure le pays. Par exemple, en Asie, ce qui se passe souvent, c'est que dire non à quelqu'un, c'est globalement impoli. C'est impoli parce que quelqu'un vous demande quelque chose. Donc même si vous savez que vous ne pouvez pas satisfaire sa demande, vous allez dire oui. Parce que si vous lui dites non, ça veut dire
que voilà, il ne sera pas satisfait. Et pour nous, c'est compliqué parce que nous, on a appris quelque chose de totalement différent. On a juste appris à, quand on nous dit non sur quelque chose, à trouver une autre manière d'arriver à un résultat similaire. Sauf que quand on nous dit oui, on dit super, puis on arrive devant le top et c'est non. Et là, ça crée des gros problèmes sur lesquels il faut éviter de s'énerver. S'énerver, c'est perdre la face, c'est la faire perdre à son adversaire, à son concurrent, adversaire, collègue. Voilà. Bon, ça, c'est des choses dans le quotidien qui sont un petit peu compliquées. On les intègre. Sur le tournage, on passait notre temps à dire « nous aurons bien les 70 chevaux vendredi, tous les jours, comme ça ». Jusqu'au moment où, finalement, comme on demandait tout le temps, le type qui n'osait pas nous dire non, il disait oui, oui. Il avait demandé à son chef, qui demandait à son chef de venir nous dire que non, on ne les aurait pas. Voilà, c'était... Alors les problèmes auxquels on se trouve confronté aussi, pas de manière forcément directe, sauf peut-être à être patron d'une société qui veut travailler là-bas, mais en tant que simple employé ou qu'intervenant là-bas, c'est la corruption. Alors on n'est pas concerné de manière directe, sauf que par exemple on fait un film où on a prévu un certain nombre de millions d'euros pour faire les choses, et puis en fait, le nombre de millions d'euros prévus dans le devis, ils n'arrivent pas tous sur le film. Il y en a qui... Il y a un truc, un des problèmes, c'est au niveau des embauches. Alors, ça, c'est dans la vraie vie en général, mais c'est ce que j'appelle le syndrome du plombier. C'est-à-dire, un Chinois qui a un problème de robinet, il ne va pas appeler un plombier, il va appeler un ami. Qui va appeler un ami, qui va appeler un ami. Puis au bout de la chaîne d'amis, il y aura un ami plombier qui va venir faire le travail. Sauf que pour arriver à lui, l'argent pour la réparation, elle s'est un peu dilapidée, il n'a plus que 10% de l'argent, il vient, il fait un truc en 5 minutes, pas bien. Et donc je disais un jour à un collègue chinois, je dis mais pourquoi vous ne faites pas venir un plombier? Il dit bah si je fais ça, le plombier va venir, il va prendre 100% de l'argent, et comme il est habitué, il va faire un truc en 5 minutes, pas bien. Voilà, donc, voilà. Ce qui veut dire que parfois on se retrouve en effet avec des équipes composées de gens dont ce n'est pas du tout le métier, qui ne savent pas le faire, mais voilà, ils sont amis avec le type qui paye, donc c'est eux qui le font. Le réseau, là, alors, ici vous êtes tous plus ou moins inscrits sur des réseaux genre Viadeo, LinkedIn, enfin voilà, où vous allez l'être parce que c'est un truc qui pour le travail est assez utile. Le réseau, même pas électronique en Chine, c'est 100 fois plus important. C'est-à-dire que si vous allez en Chine, il faut vous faire un réseau, il faut avoir des relations avec les gens, parce que c'est ça qui vous donne du travail, c'est ça qui vous met sur des projets. Et c'est beaucoup plus important qu'ici. Ici, bien sûr, le réseau marche. Je suis venu bosser ici un jour parce que je connaissais Marc qui m'a demandé de venir ici. Mais ça n'a rien à voir avec l'importance du réseau en Chine. Donc si on applique tout ça au cinéma, et je pense, alors je ne connais pas vraiment le jeu vidéo, mais tout ce qui est autour du numérique, tout ce qui est autour des nouvelles technologies, en effet, on a une situation étonnante. C'est-à-dire la Chine produit, je n'ai pas regardé combien ils produisaient, mais ils produisent des quantités de longs métrages, des kilomètres de séries télévision, mais vraiment. Et c'est des choses qui s'exportent très très peu. C'est Alors, je vais y venir. En fait, les films qui s'exportent, c'est ceux que j'appelle, moi, les films pour festivals internationaux. C'est Touch of Sin qui a eu un prix du scénario à Cannes il y a 2 ans. C'est Black Hole qui a été l'ours d'or à Berlin l'an dernier. Touch of Sin n'a pas été projeté en Chine. Black Hole a été projeté. Black Hole, j'avais regardé, il a rapporté 15 millions de dollars. Et essentiellement parce qu'il était vendu avec la Chine, pour la première fois, la Chine a l'ours d'or à Berlin. Voilà. Les 15 millions de dollars, c'est pas beaucoup. Je pense que il a gagné un petit peu d'argent, mais pas tant que ça, quoi. Les films qui marchent en Chine, c'est des équivalents de films de super-héros américains, des films historiques, des comédies romantiques. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors pourquoi ça ne s'exporte pas?
Ben, ça ne s'exporte pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a une manière totalement différente de raconter des histoires. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des romans chinois, anciens mais aussi contemporains. C'est beaucoup de digression. Alors parfois, on suit une histoire et puis tout d'un coup, il y a un des personnages qui part sur une digression et qui raconte tout d'un coup une autre histoire qui s'est passée 20 ans avant. Puis hop, on revient à l'histoire qu'on prend en cours et il y a quelqu'un qui repart sur un autre truc. Alors quand on lit, ça va. Des films, moi j'ai vu des films, des blockbusters, sous-titres en anglais, auxquels je ne comprends rien. Je ne comprends rien à l'histoire. C'est juste trop compliqué. Il y a trop d'histoires les unes empilées sur les autres. Et ça, il y a vraiment... alors il y a des trucs aussi, par exemple dans les romans, le même personnage peut avoir 4-5 noms en fonction de qui parle de lui. Et c'est un truc pour nous qui n'est pas du tout simple. Alors, dans un livre encore, ça va, on se dit, attends, c'était qui lui? Ah oui, lui c'est lui qui... Dans un film, une fois qu'on a perdu le truc, on ne sait plus. En plus, les comédiens et les comédiennes se ressemblent beaucoup pour nous. Ils passent tous... Alors, il y a deux choses. Déjà parce que voilà, les Chinois se ressemblent beaucoup pour nous, et ensuite ils passent tous dans les mains du même chirurgien esthétique, donc en fait ils se ressemblent encore plus après. Donc c'est voilà, un truc, moi parfois je ne reconnais pas les comédiens, juste à leur costume, tu vois. Donc ça c'était une des premières raisons de la différence, c'est la notion de scénario. Après il y a un univers visuel assez différent. Quand je parle avec un réalisateur français d'un effet, la plupart du temps, on a une image un peu... Enfin, si on cherche une référence, on a une image qui est très proche, en fait. Quand je parle avec Vincenzo Natali des effets de Splice, de la créature de Splice, on a... Vincenzo, il est né au Canada, il a grandi aux États-Unis, donc on n'est pas si loin que ça dans... Eh bien quand même, on n'a pas tout à fait les mêmes choses. Et discuter avec un réalisateur chinois, c'est très étrange, parce que là, on n'a pas du tout les mêmes choses. Je voyais tout à l'heure une petite démo d'une société, une société qui a travaillé sur les loups, qui a donc fait quelques loups en images de synthèse, et là, ils ont refait une espèce de créature loup à 3 têtes pour un autre film. Voilà, ça ne peut pas passer ici. C'est juste... Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, il faudrait l'analyser, il y a un vrai travail à faire là-dessus, mais ça ne passe pas. Et moi, je l'ai vu, le premier plan que j'ai demandé à truquer, quasiment, c'était un loup cadré, plein cadre, de nuit, et l'œil, l'orbite assez enfoncée, donc l'œil était un peu dense, on ne voyait pas beaucoup. Donc je demande à ce qu'on fasse une rotoscopie de l'iris et qu'on éclaire un petit peu l'iris. Et le lendemain, le type me ramène un loup avec un œil vert, avec un laser dans l'œil. C'est bizarre. Et puis en fait, voilà, les films, voilà, le loup en Chine, c'est un animal, enfin en Chine, voilà, c'est un animal méchant dans l'histoire. Donc en fait, un animal méchant, bah, il est une espèce de truc super costaud, beaucoup plus gros qu'un vrai loup, avec des yeux rouges ou des yeux verts. Et d'ailleurs, quand les producteurs du film sont venus en été sur le tournage en Mongolie, en été, les loups n'ont pas de poils, donc ils sont... Ouais, c'est des chiens un petit peu skinny, quoi. C'est pas des gros trucs. Et ils étaient très déçus en disant « Ah merde, ça c'est les loups mongols. Ah, c'est vachement petit. » Et parce qu'en effet, pour eux, dans l'imaginaire, ça c'est un imaginaire collectif, le loup c'est une espèce d'énorme bête, un peu ce qu'avait fait Christophe Gans dans La Bête du Gévaudan, là, dans c'est quoi le Pack des loups, une espèce de bête à la fin complètement bizarre. Alors après, il y a une histoire ce qu'on appelle le sens du détail qui est différent. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui connaît les effets visuels, ou même vous qui êtes sensibilisé à ça, vous voyez un film chinois, vous allez avoir l'impression que les trucages, ils ne sont pas finis. C'est allé à 80%, mais souvent pour des histoires de budget, pour des histoires de temps aussi, des histoires de changement d'avis. Aussi pour une histoire économique toute bête, c'est-à-dire qu'en fait, que le producteur mette 1 million ou 2 millions dans les effets visuels, il n'aura pas plus de spectateurs. Donc il dit, je mets 1 million, les effets visuels, ils seront moyennement finis. Et après, c'est compliqué quand on doit travailler avec eux, parce qu'on nous apprend, on est habitué à essayer d'emmener les effets le plus loin possible. Ah oui, les responsabilités, les prises de décision, oui, ça c'est un truc aussi qui est très, très surprenant ici.
historiquement, il y a plein de raisons pour ça, mais en fait, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui prenne une décision. Celui qui prend une décision, c'est le mec là-haut. Et le mec là-haut, il peut prendre n'importe quelle décision, même si tout le monde est persuadé que cette décision est totalement stupide, on la suit. Donc des fois, c'est un petit peu laborieux, quoi. Et on ne peut pas lui dire ta décision n'est pas bonne parce qu'il va perdre la face. Voilà, donc c'est un espèce de machin qui se boucle. Alors pour le film, c'est la préparation, c'est-à-dire que la préparation, la notion d'anticipation qui est la base même de notre de faire des films en Occident, c'est d'essayer de préparer au maximum, d'avoir un plan et de se tenir au plan le plus possible. On a des capacités d'improvisation, mais c'est de se tenir au plan le plus possible. En Chine, il n'y a pas de préparation, donc ça donne la porte ouverte à plein de choses. C'est très rigolo. C'est pas toujours très efficace au final, mais ça marche hein, quand même au final. Mais on n'a pas forcément le plan qu'on cherchait parce qu'on n'a pas préparé. Et quand on préparait Wolf Totem, on était 5 Français autour d'une table et de temps en temps, il y avait un des types de l'équipe chinoise qui passait en disant mais pourquoi vous attendez pas le début du tournage pour préparer? Parce que le début du tournage, ça sera trop tard. Et idem, je fais une tournée de publicité en Chine et j'y vais 4 jours en avance pour voir comment le décor se montait. 4 jours, rien, 3 jours, rien, 2 jours, rien. La veille, je dis, mais quand est-ce qu'on monte? Et à midi, il y a 4 camions qui arrivent, 40 personnes, plein de matériel. Les mecs, ils ont commencé à bosser, ils ont dû bosser jusqu'à 6 h du mat'. À 7 h, tout était prêt. Alors, bon, tout était prêt. Après, je ne pouvais plus demander des modifs, en effet, puisqu'il fallait que je tourne. Mais tout était prêt, tout tenait à peu près debout. Donc ça marche. Donc le syndrome du plombier, j'en ai parlé tout à l'heure. Népotisme, c'est voilà, il y a beaucoup de postes qui sont occupés par des gens qui n'y connaissent rien. Ils connaissent juste le producteur. Alors on a des énormes équipes. Wolf Totem, c'est 7 Français, dizaines de Canado, Écossos, Australo-Américains pour les loups, et 400 Chinois. Alors qu'il fallait 120 personnes pour faire le film. En même temps, le truc, c'est que voilà, quand il y a un chef, par exemple, qui connaît le producteur, mais pas le travail, il est obligé d'avoir plein de gens autour pour faire le travail que lui ne connaît pas. Et puis surtout, quand le nombre, ça permet toujours de trouver une solution. Il y en a toujours un qui a une idée. Ça leur permet aussi de dormir un peu entre... Parce que les horaires, ils ne sont pas aux 35 heures en Chine. Donc, quand j'avais demandé la première fois, j'ai droit à combien d'heures avec mon équipe, il m'a dit, toi le producteur, c'est toi qui payes, ce que tu veux. 24 heures? Oui, si tu veux. Après, bon, voilà, il y a 25 électros, donc de toute façon, ils peuvent se relayer pour dormir. Ils seront toujours à peu près en état, quoi. Bon, le système financier est différent, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses en cash en Chine. Et c'est un truc, pour nous, très inhabituel. En gros, par exemple, Wolf Totem, au début, on se met d'accord sur un salaire, et je dis, mais comment vous me payez? Je vous fais une facture de France, de Hong Kong. Oh non, non, on va te payer en cash, en yuan. Tu fais un calcul, tu dis, voilà, si ça dure 1 an et demi, machin, c'est juste, j'ai besoin de 14 mètres cubes, 19 mètres cubes pour mettre, le plus gros billet faisant 12 €, c'est pas... J'ai besoin de 19 mètres cubes pour mettre mon salaire sur 1 an et demi. Et c'est une monnaie non convertible, donc j'en fais quoi? Et les mecs, ils comprennent difficilement le fait qu'un virement international, c'est un truc cool pour nous. Voilà, après... là encore, le passage rapide à l'économie de marché, ça a fait que les gens, ça a modifié profondément le système en Chine. Donc en fait, les gens, ils se sont très bien rendus compte que travailler, c'est pas la bonne manière pour gagner de l'argent. La bonne manière, c'est soit financer, donc avoir déjà de l'argent, soit être au milieu, un intermédiaire. Tu as un film, tu as un réalisateur, je vous fais vous rencontrer, vous vous serrez la main, vous me donnez 10% du truc. Voilà. Bon, tout ça, ça paraît, oh putain, c'est compliqué, j'ai pas envie d'y aller. Mais si, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est plein d'énergie, parce que c'est quand même le truc de demain. Tu vois, c'est là. Je pense que c'est là où les choses vont se passer. Aujourd'hui, le gouvernement chinois pousse les producteurs à faire ce qu'on appelle du soft power, c'est-à-dire à
passer l'image de la culture du pays à travers des choses comme les films. Pourquoi est-ce qu'on fume tous des Marlboro et qu'on boit tous du Coca aujourd'hui? C'est parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, ils nous ont gavés de films avec ce genre d'image. Avec le genre d'image, tu vois, il est rentré et bon. La Chine essaie de faire pareil. Mais en effet, pour l'instant, la problématique, c'est leurs scénarios sont compliqués pour le reste du monde, leur manière, enfin, la finition des films un peu limite pour le reste du monde. Donc là, il y a des options, hein, il y a des choses à faire, il y a vraiment des... Toi, dans tout le numérique, tout le secteur du numérique, il y a des trucs à faire, c'est sûr. Toute l'organisation, vous faites à la fois du numérique, de l'organisation, du management. Il y a des trucs à faire sur les deux côtés, vraiment. Alors bon, un petit dernier conseil avant de partir. Si vous voulez y aller, c'est pas bête de se mettre un peu au chinois avant d'être là-bas, parce qu'une fois qu'on est là-bas, on n'a pas beaucoup le temps de l'apprendre. On travaille un peu beaucoup. C'est bien de se mettre au karaoké aussi. Et c'est bien aussi de se mettre un peu à l'alcool de riz, parce que c'est utile pour les négociations. Écoutez, je vous remercie beaucoup.